C'est l'un des pires films de science-fiction récents, c'est l'un des pires films de ce réalisateur pourtant culte, c'est l'un des plus gros beats du genre chez Disney, bref, personne n'aime Mission to Mars. Enfin presque personne, parce que moi j'ai envie de vous expliquer pourquoi ce film, qui a certes été un cauchemar à faire et a dégoûté son réalisateur de Hollywood, est pourtant un petit miracle si on ouvre grand les yeux et les oreilles. L'univers est un réseau. Je refuse de te perdre. Salut, c'est Geoffrey, comme plein de gens de bon goût, j'ai deux passions dans la vie, la science-fiction et les désastres. C'est pour ça que cette fameuse histoire de malédiction martienne à Hollywood m'intéresse autant. Si vous ne savez pas de quoi je parle, faisons simple, quand ils font des films centrés sur Mars, ça se passe généralement très mal. Mars Attacks de Tim Burton en 1996, le thriller Planète Rouge en 2000, Ghost of Mars de John Carpenter en 2001, le gros film d'animation de Disney Milo sur Mars en 2011, le blockbuster John Carter toujours chez Disney en 2012, le film d'horreur de Last Days on Mars en 2013, à chaque fois c'est un bide au box-office, voire un total désastre. Alors oui, il y a le carton Seul sur Mars en 2015, mais c'est l'exception. John Carter est bien évidemment l'un des exemples les plus fous et connus, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ce cas d'école effroyable. Mais il y a une autre catastrophe un peu oubliée, toujours liée à Disney, c'est celle de Mission to Mars, sortie en 2000. Et je pense que ce désastre est bien plus intéressant et étrange que celui de John Carter, parce que sur le papier, c'était déjà une sacrée équation. Un blockbuster Disney lié à leur attraction Mission to Mars, un grand cinéaste avec Brian De Palma, le réalisateur culte de Carrie, Body Double, Blowout, Les Incorruptibles ou encore le premier Mission Impossible, les scénaristes des deux premiers films Predator et celui qui a écrit Speed, un gros budget de 100 millions de dollars, un beau casting avec Gary Sinise, Tim Robbins et Connie Nielsen, et une sacrée équipe embarquée avec notamment le grandiose Ennio Morricone, le compositeur des musiques cultes d'Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et Le Truand et bien d'autres. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple, ça a été le bordel, le film a été sauvé in extremis, il y avait beaucoup trop de pression et pas assez d'argent, donc oui ça a été un cauchemar. Mais malgré ça, il y a des trucs incroyables dans Mission to Mars qui rappellent même Interstellar sorti 14 ans après. Mais ça j'en reparle un peu après, commençons déjà par ce qui fait mal. On rebobine, fin 1998, Disney annonce en fanfare leur nouveau blockbuster de science-fiction, ça s'appelle Mission to Mars comme l'attraction dans leur parc qui a été conçue en collaboration avec la NASA et qui a existé en gros entre les années 70 où elle a remplacé la version qui allait sur la Lune et le début des années 90. Le réalisateur annoncé était alors Gore Verbinski. Si son nom ne vous dit rien, vous le connaissez forcément puisque c'est lui qui fera la trilogie Pirates des Caraïbes quelques années plus tard pour Disney. Mais à l'époque, c'est juste le réalisateur d'un film qui s'appelle La Souris. Une petite comédie cartoonesque sur deux frères qui chassent une souris très futée dans leur maison. C'était son premier film et clairement ça a attiré l'attention de Hollywood, mais en fait, ça avait déjà commencé, puisque Steven Spielberg l'avait précisément choisi pour réaliser La Souris dont il était producteur. Le réalisateur débutant de 34 ans se retrouve donc embauché par Disney pour diriger le blockbuster Mission to Mars. Et si vous trouvez ça difficile à croire, eh bien vous avez raison, puisqu'en janvier 1999, Gore Verbinski quitte le projet 3 mois seulement après avoir été officiellement engagé. La raison donnée à l'époque, comme rapporté par Variety, Disney et le réalisateur n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le budget et la vision du film. Autrement dit, ils se sont suffisamment engueulés et déchirés pour comprendre que ça allait être impossible de bosser ensemble. Alors vous allez me dire que c'est pas si grave, ça arrive souvent que les réalisateurs changent sur de gros films. Oui, c'est vrai, mais pas forcément dans des conditions si alarmantes. Parce que là, Gore Verbinski avait commencé la pré-production, c'est-à-dire tout le travail préparatoire avant d'entamer le tournage. Et le tournage était censé commencer en mai, c'est-à-dire 4 mois après. Ça peut sembler beaucoup, mais sur un si gros film avec autant d'effets spéciaux visuels, c'est vraiment pas énorme. On peut mesurer une certaine panique avec la communication du studio à l'époque, puisque le producteur Tom Jacobson a pris la parole chez Variety en disant que même si c'était un film compliqué vu ses ambitions, il était toujours sur les rails et n'était pas en danger. Et ils avaient tellement confiance qu'ils comptaient décaler le tournage de seulement quelques semaines en juin 99. Le scénario était prêt, certains acteurs étaient déjà engagés, bref, quasiment tout le monde était dans les starting blocks. Ne manquait plus qu'un détail, trouver un réalisateur. Après le départ de Gore Verbinski, la rumeur parlait de 2 remplaçants potentiels. Sam Raimi, qui avait déjà fait la trilogie Evil Dead mais pas encore les films Spider-Man, ça c'est arrivé juste après, et Frank Marshall, très gros producteur et proche de Spielberg, qui l'a notamment accompagné sur les Indiana Jones, et qui avait réalisé des films comme Arachnophobie et Congo. 2 profils assez différents donc. Mais finalement, c'est Brian De Palma qui a été engagé. Alors comment le réalisateur de Carrie, Phantom of the Paradise, Pulsion et Scarface s'est retrouvé sur un blockbuster de science-fiction chez Disney? Parce que la rencontre peut sembler franchement comique. Déjà, il faut pas oublier que dans les années 90, Brian De Palma avait mis un pied dans le circuit des superproductions et des films plus grand public. Les Incorruptibles avec Kevin Costner a été un carton en 1987, Le Bûcher des Vanités a été un énorme bide en 1990, mais c'était un gros film de studio avec Tom Hanks, Melanie Griffith et Bruce Willis. Il y a ensuite eu L'Impasse avec Al Pacino en 1993,
et le coup du siècle avec le premier Mission Impossible en 96 qui a été un succès phénoménal. Ça lui a permis d'enchaîner avec Snake Eyes, un film avec Nicolas Cage qui est un peu trop mal aimé je pense, et qui n'a pas vraiment été un succès à sa sortie en 98. Tout ça pour dire que lorsque Disney propose Mission to Mars à Brian De Palma, il le propose au réalisateur de Mission Impossible et pas à celui de Blowout et Body Double si quelqu'un avait encore un doute. Dans le super livre d'entretien de Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud avec le cinéaste, que j'ai adoré relire pour préparer cette vidéo, Brian De Palma explique comment ça s'est passé avec son flegme légendaire. Il a reçu le scénario via ses agents à un moment où il galérait pour trouver les financements de 2 projets. Nazi Gold, sur un homme qui veut rendre aux survivants de l'Holocauste l'or qui a été volé aux juifs par les nazis, et veut camoufler le braquage d'une banque suisse avec un tournage. Et son film sur Howard Hughes avec Nicolas Cage, qui sera finalement abandonné des années avant la version de DiCaprio et Scorsese qui s'appelle Aviator. De Palma raconte que sa décision a été très simple. Il a lu le scénario qu'il a trouvé super et avait envie de faire un film plus lumineux et moins cynique, donc il a signé. Et oui, il a trouvé ce scénario super, mais ça j'en reparle après parce qu'il y a des choses à dire à ce sujet. Il donne aussi quelques détails sur la situation. Apparemment, les désaccords entre Gore Verbinski et le studio étaient en partie liés à la volonté du réalisateur de tout tourner dans le désert plutôt qu'en studio, ce qui aurait bien fait grimper le budget. Il refusait d'envisager les choses autrement, donc il est parti. De Palma raconte aussi que les producteurs étaient absolument ravis qu'il accepte de faire le film parce que toute l'équipe était vraiment prête et attendait, donc autrement dit, c'était un peu la merde et il leur a sauvé les miches. Ce qui est assez logique parce que De Palma avait déjà eu affaire avec Disney, c'est notamment avec eux qu'il avait failli faire son film sur Howard Hughes. Le cinéaste explique aussi qu'il avait plusieurs fois essayé de faire un film de SF, d'abord avec une adaptation du livre L'Homme démoli, une histoire aux faux airs de Minority Report, puis avec un remake du film culte Planète Interdite. Donc ça le démangeait, et ça explique sûrement pourquoi il a accepté de prendre le train en marche. Parce que soyons clairs, cette situation où un réalisateur rejoint la pré-production d'un projet, c'est censé être le parfait cauchemar. Quand Brian De Palma est arrivé, beaucoup de choses importantes avaient déjà été décidées. Le scénario, tout un tas de trucs genre le design des vaisseaux, des appareils, etc. qui avaient été validés par la NASA, une partie du casting, puisque Gary Sinise et Don Cheadle étaient déjà engagés. À noter que d'ailleurs que Gary Sinise avait déjà joué un astronaute dans Apollo 13 et avait déjà tourné avec De Palma dans Snake Eyes, donc c'était assez naturel. Après, il a quand même eu une marge de manœuvre, heureusement. Il a engagé plusieurs chefs de poste parmi ses habitués, notamment le monteur Paul Hirsch et le directeur de la photo Steven Burham. Il a aussi repris le grand Ennio Morricone pour la musique avec qui il avait bossé sur Les Incorruptibles et Outrage. C'est De Palma qui a choisi plutôt suggéré, comme il le dit, les autres membres du casting comme Tim Robbins et Jerry O'Connell, sachant que Connie Nielsen a rejoint le projet au dernier moment pour remplacer Monica Potter qui leur avait fait faux bond. Le réalisateur a participé aux dernières écritures du scénario avec le scénariste Ted Talley, notamment pour des changements mineurs sur les personnages, et surtout, il a pas mal changé la vision de ce machin alien sur Mars. La scène d'intro traumatisante, ça vient de lui. Dans le scénario d'origine, c'était décrit comme un phénomène bizarre qui jetait les gens à terre, donc pas très précis. De Palma a amené l'idée du champ magnétique avec la tornade qui aspire et broie en morceaux les personnages et on lui dit merci pour ça. Le fameux visage de Mars, ça vient de lui aussi. À l'origine, c'était simplement décrit comme un dôme et De Palma a demandé cette allure de déesse endormie, comme il dit, en s'inspirant de l'excitation qu'avait provoqué l'image d'un relief martien de la zone de Sidonia, prise par la sonde Viking 1 en 1976. La photo avait de faux airs de visage, ce qui a donné lieu à 1000 théories et je vous laisse regarder sur internet, vous verrez c'est très amusant. Le réalisateur a clairement foncé tête baissée là-dedans. Enfin, la sale tronche de l'alien, c'est De Palma aussi malheureusement. Il voulait une forme humanoïde mais différente de nous, il voulait que ce soit une présence féminine pour changer, et il voulait que ce soit une apparition totalement numérique et pas une marionnette. Notez qu'elle verse d'ailleurs sa petite larme. Mais en fait, ce côté très artificiel et un peu ridicule a du sens. Les personnages rentrent dans un cadre noir qui ressemble à un écran de cinéma, qui envahit finalement notre écran, et ils se retrouvent dans une animation 3D complètement virtuelle face à un alien lui aussi virtuel, comme s'ils étaient eux-mêmes projetés dans les effets visuels du film. Tout ça est faux, c'est un spectacle qu'on leur offre, du genre l'histoire de la vie pour les nuls, parce que les humains sont globalement des gosses ignorants, et apparemment le public aussi, d'où les quelques mots en voix off et cette animation hideuse pour être bien sûr qu'on a compris ce qui est super clair à l'écran. A noter aussi que dans le livre, De Palma a l'air de nier que son film est lié à l'attraction des parcs Disney, en tout cas il dit qu'il n'en savait rien. Mais bon, on peut rappeler que l'acteur de Mission to Mars, Gary Sinise, a présenté l'attraction Mission Space qui part en Mission to Mars de 2003 à 2017 dans les parcs, et que des éléments du film étaient utilisés dans la déco. Bref, dit comme ça, on pourrait presque penser que ça s'est passé comme sur des roulettes. Que nenni! Déjà, faut avoir un truc en tête, au générique on a 3 scénaristes. Jim Thomas et John Thomas qui ont écrit Predator et Predator 2, et Graham Yost qui a écrit Speed et Broken Arrow. Lowell Cannon est de son côté crédité pour l'histoire, et si on regarde sa fiche IMDb, on voit que Mission to Mars est son seul fait d'armes. Mais comme souvent sur ce genre de gros films qui ont quelques soucis durant le développement,
Il y a aussi des gens non crédités. Quand Mission to Mars a été annoncé au départ, le nom de David Goyer y était attaché. Le scénariste avait été propulsé grâce à The Crow, Dark City ou encore Blade, et il a participé au moins au début du développement, ce qui explique sa présence au générique en tant que producteur. De son côté, Brian De Palma a expliqué que plus tard, le scénario a été réécrit par Ted Tally, le scénariste oscarisé du Silence des Agneaux. On peut donc imaginer que la gestion du scénario n'a pas du tout été de tout repos, comme le reste. D'ailleurs, il y a une anecdote assez hallucinante qui illustre bien la manière dont ce film a été fabriqué, et c'est De Palma lui-même qui le dit. Vous savez, ce décor immaculé à la fin à l'intérieur du visage de Mars, on pourrait croire que c'est un gros cliché de SF et une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais en fait, c'est bien plus simple. Le réalisateur explique qu'ils ont dû tourner tellement vite que l'équipe déco n'avait même pas eu le temps de construire un décor digne de ce nom pour figurer l'intérieur du visage qui est en réalité un vaisseau spatial. Il y avait seulement le studio, c'est-à-dire une immense pièce noire, prête à être aménagée et où ils avaient déjà tourné la scène du planétarium. Donc De Palma leur a simplement dit de tout peindre en blanc. Problème réglé. De Palma précise que ça a coûté dans les 2000 $ de peinture et c'est tout. Voilà comment a été imaginé le décor du grand final d'un blockbuster Disney à 100 millions de dollars. Après, vous allez peut-être me dire que c'est pas la première fois que De Palma bricole la fin d'un de ses films. Sur Les Incorruptibles, ils ont dû abandonner une grosse scène dans un train parce que c'était trop cher. Et le réalisateur n'aurait pas du tout paniqué, il aurait simplement dit « Trouvez-moi des escaliers et je vous fais une autre fin qui marche ». Ainsi est née la fameuse scène des escaliers en hommage au cuirassé Potemkin et c'est devenu culte. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Mission to Mars où tout ça a été fait dans des conditions bien plus tendues. En fait, on sent bien que ça n'a pas été une expérience très agréable. Toujours dans ce super livre, quand on rappelle à Brian De Palma que Disney était lancé dans une course pour sortir Mission to Mars avant Planète Rouge, le gros film de SF martien du studio Warner Bros prévu la même année, il répond que oui, on lui mettait la pression et que, je cite, « me forcer à être prêt pour le 10 mars 2000 était complètement irrationnel ». Il a aussi répété que le budget avait été un problème, ce qui est une surprise pour personne puisque Gore Verbinski avait quitté le projet précisément pour cette raison. Chez IndieWire en 2016, il disait que faire ce film se résumait en gros à se battre pour savoir combien de plans avec des effets visuels il pouvait faire. Et il disait carrément « À la fin de Mission to Mars, je n'avais pas l'argent pour faire le genre de plan dont on a besoin pour que ce soit aussi spectaculaire qu'il le faudrait. » Il a admis qu'il avait été tout simplement dépassé par tout ce bordel. Sinon, aucun suspense puisque je l'ai dit dès le début, Mission to Mars a été un échec et pas qu'un peu. De Palma a confirmé que le film avait coûté dans les 100 millions de dollars et ça c'est le budget de production, donc ça ne comprend pas le budget marketing pour faire la promo du film. Et au box-office, il a encaissé dans les 111 millions dans le monde, donc c'est un énorme bide. Parce que pour rappel, un studio ne récupère qu'une partie des recettes, au mieux 50%, et le reste va aux salles de cinéma. Disney a néanmoins pu se consoler en voyant la gamelle de leurs concurrents, Planète Rouge, qui avait coûté dans les 80 millions, et a atteint un peu plus de 33 millions quelques mois après Mission to Mars, donc sale année pour Mars. Alors certes, le film de De Palma a été présenté hors compétition au Festival de Cannes en 2000, donc il y avait quelque chose de prestigieux à mettre sur l'affiche, mais ça n'a pas empêché Mission to Mars d'être descendu en flèche par la critique, en tout cas aux États-Unis, où De Palma a été rhabillé pour l'hiver. En France, la critique a été un peu moins dure. Mission to Mars apparaissait même parmi les meilleurs films de l'année 2000 selon les cahiers du cinéma, après Man on the Moon et avant In the Mood for Love, Virgin Suicides et Yi. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'atomise le film alors que j'avais dit au début que j'allais le défendre. Ça va venir, promis, mais j'ai pas fini sur le négatif. Quand j'entends De Palma dire qu'il a signé parce qu'il trouvait le scénario vraiment bien, j'ai sincèrement envie de rigoler parce que pour moi ce machin est une petite leçon de dramaturgie foireuse. Une fois qu'ils arrivent sur Mars, c'est vraiment un festival de n'importe quoi, comme si tout le monde avait renoncé à raconter une vraie histoire, avec des conflits et des péripéties. Les héros ont deux objectifs dans le film pour rappel. Aller sur Mars pour tenter de sauver leur pote Luke qui a survécu par miracle, et comprendre ce qui s'est passé avec ce phénomène magnétique extraordinaire. Mais une fois qu'ils arrivent sur Mars, tout ça est résolu en 4e vitesse. Alors ok, Luke a l'air un peu fou mais très vite il retrouve ses esprits donc c'est bon, tout est réglé en quelques minutes seulement. Et deuxième problème, qu'est-ce qui s'est passé avec cette foutue tornade monstrueuse? Ça, c'est la grande énigme du film. Et elle est réglée avec de pures babioles hollywoodiennes. Déjà, on a droit à une interminable présentation sur un ordi qui donne quasiment toutes les réponses et où les personnages comprennent que l'avenir de l'humanité passera par l'abonnement à écran large, qui leur donnera accès à des articles et podcasts exclusifs et leur permettra surtout de soutenir un média libre et indépendant qui en a bien besoin pour survivre dans la guerre des internets. On leur montre même la description de la vidéo où ils trouveront tous les détails. Et ensuite, grâce à la magie des M&M's, Jim trouve la clé pour ouvrir la porte. Après le Dr Pepper dans l'espace, le sucre a donc sauvé les personnages 2 fois. Et voilà, paf, tous les grands enjeux sont réglés avec des tartines de dialogue et le danger est évacué. Il reste 20-25 minutes et tout ce qui suit sera une promenade de santé digne d'une présentation PowerPoint futuriste où les personnages et le public n'ont plus qu'à gober toutes les informations sans bouger. Quand j'ai revu Mission to Mars, je me suis vraiment dit que c'était hallucinant qu'un tel film se contente de si peu pour le dernier acte. Et à propos de la fin,
sans même parler de cette théorie de martiens qui ont planté des graines de vie sur Terre, parce que bon, pourquoi pas, hein. Je trouve ça absolument naze et paresseux de le montrer et l'expliquer de cette manière. C'est vraiment digne d'une mauvaise expo la Cité des Sciences et surtout c'est quoi cette gueule d'alien? C'est la cousine sympa des aliens d'Indiana Jones 4 avec cette vision si simpliste, si enfantine des extraterrestres. Mais bon, c'est cohérent avec l'exposé en 3D. Aucune place à l'imagination, on nous balance tout dans la tronche, ce qui à mes yeux est l'une des pires choses à faire dans la science-fiction. Voilà, alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai expliqué que ce film avait été fabriqué dans des conditions franchement douteuses, pour ne pas dire cauchemardesques. Je vous ai expliqué que je trouvais le scénario assez désastreux. Je vous ai expliqué qu'il avait été globalement détesté à sa sortie et s'était planté au box-office. Et je vous ai dit que l'expérience avait été tellement géniale pour Brian De Palma qu'il avait décidé de dire merde à Hollywood après ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste dans ce carnage? Il reste des poussières d'étoiles. Dans ce champ de ruines, dans ce trou noir hollywoodien, Brian De Palma a réussi un miracle que peu de cinéastes parviennent à faire. Il a réalisé quelques-unes des plus belles scènes spatiales, en tout cas pour moi. En fait, si on regarde de près, il y a tout un tas de moments malins et magiques dans Mission to Mars, où on sent que Brian De Palma a réussi à faire son film du moins certains morceaux. Commençons par le commencement. Le film s'ouvre sur une fusée qui explose avec le compte à rebours habituel, sauf que c'est un jouet. Une image toute simple, mais qui installe déjà une idée, il nous demande de croire à tout ça comme si on était des gosses. Le film se termine d'ailleurs avec une image en miroir, un vaisseau qui file à toute allure, sauf que là, Jim est à bord. Et qu'est-ce que Terry lui a donné lors des grands adieux? Le collier de Woody, qui représente un petit vaisseau spatial de Flash Gordon, dont il parlait au début du film en évoquant l'enfance dans la cabane. Tout ça nous raconte que pour aller dans l'espace, il faut d'abord avoir été un gosse qui rêvait des étoiles. Et d'ailleurs, cette candeur sera cruciale pour gober ce que le film raconte. Après ce superbe plan typique de Brian De Palma avec une caméra qui suit les personnages dans un grand ballet, permettant de présenter la situation, les relations et les personnalités de ce groupe, on a l'arrivée du personnage de Jim qui est à l'écart de la bande. Et là, on arrive à l'un des plus beaux moments du film pour moi, ça. Alors oui, c'est juste ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Tout simplement un magnifique et pur effet de montage. Je m'explique. Dans cette scène, on a Jim qui ne pourra pas aller sur Mars alors qu'il en a toujours rêvé. Il est seul, ce qui reflète sa situation. Tous ses amis vont décoller sans lui, et en plus, sa femme est morte, donc il est seul au monde. Il va dans la zone de jeu d'un enfant qui rêve lui aussi de l'espace et de Mars, avec sa cabane et ses dessins. D'ailleurs, quand il voit la pancarte de Mars, la silhouette de la voiture derrière, avec cette lumière, on dirait presque un vaisseau spatial, mais ok, j'exagère peut-être un peu. Là, la caméra pivote pour nous montrer le sol. Ce mouvement, on l'associe forcément au personnage, ça nous donne naturellement l'impression qu'on est dans sa tête. Confirmation au plan d'après, il a baissé les yeux, donc c'était bien son regard qu'on suivait, on est avec lui. Jim pose son pied dans ce bac à sable qui est tout petit pour un adulte, mais immense pour un enfant. Et on comprend bien qu'il rêve lui aussi. Et si c'était Mars, là, sous mes yeux, et que je posais le pied sur cette autre planète? Et paf, on passe direct à Mars. Comme on est dans son regard, ce simple raccord nous transporte sur une autre planète, de la Terre à Mars, du rêve à la réalité. Il suffit d'un pas, d'un tout petit pas et d'un rêve pour être catapulté dans l'espace. D'ailleurs, on reste dans la thématique du jeu et de l'enfance, puisqu'on voit finalement un robot, certes très évolué, mais ça reste un robot, donc pas loin d'un jeu d'enfant. Donc là déjà pour moi, on sent un vrai réalisateur à la barre. Ce simple effet de montage qui donne l'impression que Jim baisse les yeux vers Mars raconte tout ce qu'on doit savoir sur ce personnage, et plus généralement sur le rapport de l'espèce humaine à l'espace. Et bien sûr, la musique triomphante donne l'impression d'une victoire, d'un accomplissement, surtout avec ce plan qui dévoile tout le paysage grandiose, avec en plus l'ellipse de 13 mois. Alors ça, c'est de la narration ultra efficace, extrêmement simple. C'est un peu comme Christopher Nolan qui, dans Interstellar, zappe tous les préparatifs et passe direct du héros qui quitte sa maison au décollage de la fusée. Dans ce super livre, encore une fois, De Palma explique qu'il voulait éviter les clichés du genre, donc pas de décollage de fusée, pas de voyage, mais directement sur Mars. Il explique qu'il tenait vraiment à cette ellipse. Vous êtes peut-être en train de vous dire que je fais le critique de cinéma intello et relou qui analyse un truc dont tout le monde se fout. Alors déjà là, moi je suis en train d'expliciter quelque chose que vous avez sûrement ressenti. Parce que c'est ça le cinéma, hein, on ressent sans forcément faire la théorie. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses bien plus spectaculaires à admirer dans Mission to Mars. Notamment cette scène qui a probablement traumatisé plein de gens. La mort des astronautes aspirés par un vortex filmé comme un monstre. La vision de cette personne démembrée dans cette machine à laver martienne. Alors non seulement j'ai revu cette scène plusieurs fois en boucle tellement ça me terrifie et me fascine, mais en plus c'est quand même sacrément fort de commencer un blockbuster Disney à 100 millions avec une scène aussi brutale. Mais si vous avez vu un autre film de De Palma qui s'appelle Fury, et d'ailleurs l'image est là, vous savez que ce n'était pas la première fois qu'il réduisait un humain en miettes. Et bien sûr, il y a le grand morceau de bravoure et de spectacle du film, qui justifie à lui seul de faire cette vidéo et de défendre le film. J'avais prévu de consacrer une partie spéciale à la musique d'Ennio Morricone parce que je trouve cette BO absolument fabuleuse, mais en fait je ne peux pas séparer la mise en scène de la musique. Et c'est justement ça la grande force de Mission to Mars, ce grand mouvement opératique où la caméra et la musique forment une symphonie spatiale grandiose. Si comme moi vous avez eu une période de petite obsession pour Brian De Palma,
vous savez exactement de quoi je parle. La scène du musée de Pulsion ou de la filature de Body Double avec les musiques de Pino Donaggio, ce sont certainement les meilleures démonstrations de la manière dont De Palma utilise la musique pour accompagner ou plutôt dicter ses mouvements, ses personnages et donc tout son film. Quitte à ce que la musique prenne parfois le pas sur tout le reste, comme si elle devenait vraiment le principal sujet, et que le temps s'étirait n'en plus finir et que tout le reste devait graviter autour. Quand on l'a interrogé sur ses collaborations avec De Palma, avec qui il a travaillé sur Les Incorruptibles, Outrage et Mission to Mars, le musicien Ennio Morricone disait que le réalisateur était, et je cite, délicieux, parce qu'il respecte la musique et les compositeurs, ce qui en dit beaucoup sur la manière dont d'autres cinéastes traitent la musique du coup. Mission to Mars en est un très bel exemple. Au milieu du film, on a 20 minutes de grand spectacle dominé absolument par la musique. Je parle de tout ce morceau avec des micro-météorites qui endommagent la coque du vaisseau et vident tout l'oxygène, l'équipage qui doit trouver les fuites et les colmater pour garder le contrôle de l'appareil, ce qu'ils réussissent à faire sauf que les conduits de carburant ont été endommagés, donc quand ils démarrent les moteurs, ça explose, et là c'est foutu, ils doivent quitter le navire. Ils doivent ensuite rejoindre le module de ravitaillement pour espérer arriver sur Mars, Woody prend un gros risque pour le groupe, Terry essaye de le sauver, elle n'y arrive pas malgré ses efforts, donc il finit par se tuer sous ses yeux, pour être sûr qu'elle n'ira pas plus loin. Ça fait beaucoup d'émotions fortes, et tout ça est rythmé par la musique. Alors vous allez me dire que dans n'importe quel film, on mettrait de la musique pour accompagner ça. Mais c'est habituellement de la simple musique de soutien en pilotage automatique, qu'on remarque à peine parce qu'elle est placée au 2e, au 3e, au 4e plan, derrière les dialogues ou les bruitages. On raconte avant tout l'histoire et la musique est un outil pour accompagner le son d'une explosion ou des répliques importantes. Alors quelle est la différence dans Mission to Mars ? Ici, la musique est au premier plan. Déjà parce qu'elle n'est absolument pas discrète et ordinaire. Bien avant Interstellar, on avait un orgue pour accompagner des scènes dans l'espace et ça déjà, ça attire bien l'attention. Cet instrument a quelque chose de funeste et associé au cadre spatial, ça crée quelque chose de majestueux et fascinant. Et comme il y a peu de dialogue, on n'entend quasiment que la musique. Musique qui évolue au fil des péripéties, ajoute de nouveaux sons pour marquer de nouveaux dangers, et en fait, rien qu'en regardant ces 20 minutes ou même en écoutant simplement ces 20 minutes de musique, on a un concentré de tout ce qu'un tel film doit créer comme émotion. Et c'est évidemment ce que voulait De Palma. Un condensé de cinéma qui passe par la musique. D'ailleurs, c'est assez amusant de mettre cette scène à côté de celle de Mission Impossible. Tom Cruise dans un décor de SF blanc, accroché dans les airs comme s'il flottait, dans un silence qui pourrait être celui de l'espace, et le temps qui s'étire avec une tension qui grandit autour de cet environnement sous contrôle. Sauf que dans Mission Impossible, il n'y avait pas de musique et c'était là toute la force de la scène. Alors que dans Mission to Mars, c'est le contraire. La musique est partout. Tout est affaire de contraste dans ce morceau de bravoure spatiale. Comme le disait si bien l'affiche d'Alien, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Parce que l'espace, c'est vide, donc le son ne peut pas se propager. Ici, on a des personnages silencieux, peu de bruit face à cette musique grandiloquente. On a des personnages ramenés à leur plus simple humanité pour survivre, face à cette voix d'ordinateur robotisée et ridicule qui a l'air de mourir elle aussi en direct. 60% atmosphere. On a une urgence absolue puisque les réserves d'oxygène baissent, pourtant les personnages soumis à la physique sont extrêmement lents. Et il y a quelques idées vraiment amusantes. Le sang puis le Dr Pepper pour montrer à l'image l'origine des fuites, le vaisseau tout entier qui se réactive au moment où le héros se réveille comme si d'un coup tout reprenait vie de manière harmonieuse, l'image folle de ces astronautes seuls face à Mars dans l'espace, le coup absolument terrible du câble si proche et si loin, et puis regardez-moi ce plan. Alors que le personnage s'arrête pour admirer Mars, on a un plan qui nous permet de voir la beauté de cette planète, la taille minuscule du héros, et pendant qu'il rentre, on commence à se dire que le vaisseau est bien amoché quand même. La musique redevient sinistre pour nous aiguiller vers les pires pensées et nous confirmer que c'est bel et bien la merde. Ça d'ailleurs c'est très amusant, parce qu'en une scène, De Palma nous montre la différence entre deux outils classiques du cinéma, la surprise et le suspense. Je m'appuie sur un autre livre génial, celui de L'Entretien entre François Truffaut et Alfred Hitchcock, où le réalisateur de Psychose raconte très bien la différence entre surprise et suspense en prenant une image simple, une bombe cachée sous une table et deux personnes assises qui discutent. Imaginez cette scène dans un film. Si on ne sait pas qu'il y a la bombe et qu'elle explose, c'est une surprise. Mais si on nous montre que la bombe est là et qu'elle va exploser alors que les personnages l'ignorent, c'est du suspense. Comme on utilise à tort et à travers le mot suspense, je trouve ça intéressant de revenir à cet exemple, d'autant que De Palma vénère Hitchcock. Donc là, dans Mission to Mars, on a les deux. Les micrométéorites qui débarquent d'un coup, c'est une surprise parce que nous, on découvre ça en même temps que les personnages, mais le conduit de carburant endommagé, De Palma nous le montre. Là, on est dans le suspense, on sait que ça va péter. On le sait, mais les personnages l'ignorent, et De Palma joue évidemment de ça avec le compte à rebours. Vous voyez en une scène a priori toute simple, on voit bien toute la gymnastique de la mise en scène et de la narration. Et je veux vraiment insister sur le travail d'Ennio Morricone. Quand on parle de lui, on cite toujours ses musiques les plus connues et appréciées à juste titre.
Ces films cultissimes avec Sergio Leone, Le Professionnel, Cinéma Paradiso, Mon nom est personne, Mission, et forcément on en oublie plein puisqu'il a eu une carrière hallucinante. Parmi les BO d'Ennio Morricone que j'aime beaucoup et dont on ne parle pas assez, il y a Mission to Mars. Il y a aussi Wolf, le film de loup-garou avec Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer, mais surtout Mission to Mars. Franchement, je vous conseille d'écouter ça les yeux fermés ou dans le train, ou les deux, et je vous assure que vous allez avoir des frissons. Je pense sincèrement que c'est l'une de ses plus belles BO et l'une des plus belles dans le genre de la science-fiction dans l'absolu. Pour enfoncer le clou et défendre Mission to Mars, je vais oser le comparer à un film globalement très apprécié, Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott. C'est assez facile de les comparer puisqu'au-delà de Mars, il y a des points communs. On a deux grands réalisateurs de la même génération, on a le type Seul sur Mars qui essaie de survivre dans sa serre, on a ce moment dans l'espace où il y a un problème de distance pour un rendez-vous quasi suicidaire, et il y a le moment où on essaie de sauver le héros au bout d'un câble, même si ça se passe mieux pour Matt Damon que pour Tim Robbins. Je sais que Seul sur Mars a été un énorme carton, et que c'est super bien fait, que c'est drôle, spectaculaire, touchant, blabla. Je l'ai encore revu pour préparer cette vidéo, et je trouve toujours que c'est gentiment fade, trop propre et trop lisse. Alors je sais que c'est un film parfaitement exécuté, mais je trouve que ça manque d'âme, surtout dans la deuxième partie. Alors à côté, Mission to Mars c'est clairement un film bancal, je pense que j'ai été assez clair là-dessus, mais il y a aussi des moments de pur cinéma et de pure beauté. En fait, je peux formuler ça autrement, plus simplement. Les quelques scènes que j'aime réellement dans Mission to Mars m'intéressent plus que la somme de Seul sur Mars. Pour moi, Mission to Mars est une preuve parmi d'autres que Brian De Palma est un grand cinéaste, puisque même dans la tornade d'un pur film de studio où il était en gros un simple technicien, il n'a pas été complètement broyé. Peut-être parce qu'il est surdoué, peut-être, mais pas que, parce qu'il a aussi été chanceux. En 2016, il expliquait dans une interview avec Esquire que c'était un peu le bordel chez Disney pendant qu'il faisait le film. Bob Iger est devenu officiellement président du studio en janvier 2000, pendant que Mission to Mars était en pleine post-production pour sortir en mars, donc tout le monde était un peu occupé à autre chose et on l'a un peu laissé tranquille. Dans tous les cas, il y a des moments 100% Brian De Palma dans ce blockbuster a priori sans âme, mais on peut aussi dire que ce film l'a 100% dégoûté de Hollywood puisqu'après ça, il s'est juré de ne plus jamais se remettre dans une telle situation parce que faire des films aussi chers lui semblait complètement débile. Ces films suivants n'ont donc pas été tournés aux États-Unis et pour l'anecdote, c'est en allant présenter Mission to Mars au Festival de Cannes qu'il a eu l'idée de la scène d'intro de son film d'après, Femme Fatale. Et là aussi mon cœur balance. D'un côté, Femme Fatale est l'un de ses pires films, je l'ai revu récemment et vraiment c'est pas possible. Et de l'autre, ce braquage à Cannes est une idée géniale. L'une de ses meilleures scènes dans l'un de ses pires films, avec Brian De Palma, le meilleur et le pire sont toujours étroitement liés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et si vous voulez qu'on parle d'un autre film de Brian De Palma, venez le crier dans les commentaires. À partir de 35 commentaires réclamant une vidéo sur le même film, on le prendra au sérieux. Sinon, si vous voulez voir un vrai bon film de SF avec des aliens réalisé par un très grand cinéaste et qui peut lui aussi être comparé à Interstellar, ne cherchez pas plus loin, voilà ma vidéo sur Contact de Robert Zemeckis qui est un immense chef-d'œuvre et je le répéterai jusqu'à ma mort. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est le même chef décorateur que Mission to Mars, Ed Vero. Allez, je m'arrête là et je vous dis à bientôt. Ah si, dernier truc, oui, la vidéo Battlestar Galactica arrive, patience. Stop.